Bonjour, bonjour et bienvenue dans la suite de ces vidéos sur les espaces complets. Alors, dans la première partie, nous avons vu la définition de suite de Cauchy, des espaces complets et puis plein d'exemples et des premières propriétés. Et donc maintenant, on va voir les applications un peu des espaces complets pour résoudre des problèmes de topo, donc les trucs a priori les plus utiles, donc faut pas décrocher maintenant. Alors, commençons tout de suite. Allez, premier théorème, le troisième théorème des fermés emboîtés. On en avait déjà vu quelques-uns, donc dans un espace compact ou pas, enfin bref. Allez. Le dernier, donc on a déjà vu que dans un espace complet, il existait une suite de fermés emboîtés d'intersections vides. Alors on ne savait pas que R était complet à l'époque, mais on avait déjà vu que la suite de fonctions Fn, vous savez, n plus l'infini, il n'y a pas d'intersection, il n'existe aucun réel qui est dans tous les intervalles Fn, pourtant c'est des ensembles fermés qui sont tous emboîtés les uns dans les autres, d'accord? Donc voilà, donc ça ne suffit pas. On pourrait se dire, bah tiens, si je prends des fermés emboîtés, l'intersection de tous est non vide, bah, c'est faux, ok? Un petit rappel de notation, le diamètre d'une partie, c'est le sup des distances entre deux points de la partie. D'accord? Donc je prends les points les plus éloignés, enfin même le sup, donc même moralement c'est les ouverts, je prends quand même des points sur la frontière qui ne sont pas forcément dans l'ensemble, hein. Je prends les plus grandes distances possibles entre les points comme ça, et j'obtiens le diamètre de ma partie A. Ok? Voilà. Donc ça c'est juste pour savoir, donc voilà, c'est important. Et bien donc maintenant on a notre dernier théorème des fermés emboîtés, c'est que si on prend une suite de fermés, donc non vides évidemment, et qui sont emboîtés les uns dans les autres, Fn plus 1 est inclus dans Fn, et qu'on rajoute l'hypothèse que le diamètre des Fn tend vers 0, d'accord, que les Fn sont plus 1 plus petits, alors il existe un élément x dans E qui est dans l'intersection de tous les Fn. C'est relativement contre-intuitif, parce qu'on pourrait se dire que le fait que les Fn deviennent tout petits, bah, c'est une contrainte de plus. Juste, si on enlève cette hypothèse que les Fn deviennent tout petits, bah, ça devient faux. Vous voyez, la preuve contre-exemple. Donc ça, c'est assez étonnant. Il dit, bah voilà, on prend des fermés emboîtés les uns dans les autres. Si le diamètre tend vers 0, à la fin, il y a une intersection de tous les fermés. Si on enlève cette hypothèse diamètre tend vers 0, on dit, bah, du coup, il y en a plein dedans. Eh ben non, vous voyez, contre-exemple, le voilà. Ok? Donc voilà, ça c'est bizarre. Mais on a ce théorème-là. Donc maintenant, on va le démontrer. C'est pas bien dur, mais il faut le faire. Ok, donc évidemment, pour chaque élément, donc pour chaque fermé, on va prendre un UN qui est dedans. Ils sont tous non vides, parce que sinon l'intersection est vide, il n'y a pas de problème. Et donc, on prend un élément UN qui est dans Fn. Ok? Et puis donc, je vous dis, spoiler, on va montrer que UN est une suite de Cauchy qui converge vers X et que X est dans l'intersection de tout le monde. Voilà, vous avez le schéma de la preuve. Hein. Alors, allons-y. Donc, quel que soit epsilon positif, comme le diamètre des fermés tend vers 0, bah, je sais qu'il existe un cran grand N, tel que le diamètre de F grand N est plus petit qu'epsilon. Et puis même pour tous les suivants, comme ils sont inclus, le diamètre sera plus petit qu'epsilon. Ok? Donc, comme ils sont emboîtés, ce que je dis, pour P et Q, tous les deux plus grands que grand N, et ben du coup, le diamètre non seulement est plus petit qu'epsilon, mais en plus, comme UN, si je prends un élément qui est dans Fn, enfin, vu que Fp est inclus dans Fn, Up que j'avais pris dans Fp, il est bien dans Fn. Et Uq que j'avais pris dans Fq, il est bien dans Fn, puisque Fp et Fq sont des fermés qui sont dans Fn. Okay, donc si je prends P et Q plus grand que grand N, Up est dans Fn et Uq est dans Fn. Ok, jusque-là tout va bien. Mais il existe un grand N tel que pour tout P et Q plus grand que grand N, bah, distance de Up à Uq est plus petite qu'epsilon. Pourquoi? Parce que le diamètre de Fn est plus petit qu'epsilon. Ils sont tous les deux dans Fn. Donc leur distance entre les deux est plus petite que le sub de distance de tous les éléments de Fn. Ok? Donc voilà. Ça démontre que la suite UN est une suite de Cauchy. Et comme on est par hypothèse dans un espace complet, bah, du coup, elle converge dans E. Ok? Première étape, check. Et j'ai bien utilisé le fait que le diamètre tendait vers 0. Hein. Ensuite, notons X, donc la limite de la suite UN. Ok? Jusque-là, tout va bien. Alors, pour tout P dans N et pour tout N plus grand que P, UN appartient à Fp. Hein, puisque, vous voyez, les suivants sont emboîtés. Donc, si N est plus grand que P, Fn est inclus dans Fp, et donc UN est dans Fp. Et Fp, c'est un espace qui est fermé. Donc, X appartient à Fp, puisque X, c'est la limite de la suite UN. D'accord? La suite UN est une suite d'éléments de Fp. Je prends un P n'importe où. À partir d'un certain cran, à partir de P, en fait, la suite UN est une suite de Fp qui est infermée, donc sa limite est dans Fp. Okay, donc X appartient à Fp. Bah, du coup, X appartient à tous les Fp, parce que j'ai pris un Fp au hasard, je dis, ah, X est dedans. Donc X appartient à tous les Fp. Okay, donc maintenant, supposons qu'il y en ait deux, parce que j'ai dit qu'il existait un unique X dans l'intersection de tous les Fp. Là, je viens de démontrer que l'intersection était non vide. Supposons que j'en ai un autre Y, je ne sais pas comment il sort, qui est dans l'intersection de tous les Fp. Ok, alors, bah, du coup, X et Y sont dans tous les Fp, donc à chaque fois, la distance de X à Y, elle est plus petite que le diamètre de Fp. Parce que deux éléments dans un ensemble, bah, leur distance est plus petite que le diamètre de cet ensemble. Et quand P tend à plus l'infini, ça s'étend vers 0.
d'accord? Bah, du coup, c'est-à-dire que la distance de x, y est plus petite que n'importe quel nombre, strictement positif. Bah, donc elle est nulle, donc x égale y, donc il y a bien unicité de l'intersection de tous les fp. Voilà, donc théorème de Fermi-emboîté. Dans un espace complet, des fermiers emboîtés non vides dont diamètre tend vers 0, leur intersection est un singleton. Ok, petit exercice, on a la réciproque. Si on suppose que pour toute suite de fermés non vides emboîtés dont le diamètre tend vers 0, l'intersection est non vide, montrez que l'espace est complet. Ok, donc je donne une petite indication. Comme fermé Fn, vous pourrez poser l'adhérence de l'ensemble des suites, des termes de la suite UK à partir de petit n. Normalement, vous devez savoir que si les éléments de l'intersection de tous les Fn, c'est les valeurs d'adhérence. Voilà, j'ai quasiment tout dit, parce que du coup, si l'intersection est non vide, c'est qu'il y a au moins une valeur d'adhérence, donc la suite converge. Bref, je vous ai quasiment tout fait, donc voilà, mais montrer que l'intersection des Fn, c'est un singleton, mais c'est pareil, le diamètre tend vers 0, donc ça va être la même chose qu'avant, et que du coup, l'espace est complet. Ok, bon, je vous laisse réfléchir, mais c'est pas très dur. Hein. Prenez une suite de Cauchy, vous posez ça, et ça se fait en 2 secondes. Donc on a la réciproque, c'est équivalent en fait, hein, le théorème de Fermi-emboîté et le fait qu'on soit complet. Donc, ok. Alors ensuite, on va parler un petit peu de prolongement. Alors prenons donc une application de E dans F. E et F sont des espaces métriques, cool. Et je prends une partie dense D inclus dans E. Enfin, pour le moment, elle n'est pas dense, mais bon, elle va l'être plus tard. Prenons une partie D inclus dans E, et puis je prends une application F de D dans grand F, qui est uniformément continue. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire uniformément continu? Un petit rappel, ça veut dire que pour tout epsilon positif, il existe un alpha positif, tel que pour tout x et x0 dans D, dans l'espace de départ, si la distance entre x et x0 est plus petite qu'alpha, alors la distance entre f de x et f de x0 est plus petite qu'epsilon. Ça ressemble énormément à la notion de continuité, la seule différence c'est que c'est pour tout x. Pour tout x0, vous voyez, normalement continuité en x0, c'est hop, on sort le x0, il est avant, et pour tout x assez proche de x0, ça marche. Mais le assez proche, il peut dépendre du cran x0. Je continue, vous voyez. Genre exponentiel, bah, c'est continu, mais si je prends un point n'importe où, pour un petit intervalle, ça ne montera pas plus que de 1. Mais l'intervalle, il peut vraiment diminuer quand x il augmente, vous voyez. Eh ben, uniforme en continu, c'est non, ça peut être plus petit que 1, dès que x0 est plus petit qu'un certain alpha, mais partout sur R, partout sur l'ensemble de définitions. Vous voyez, c'est la continuité uniforme, c'est l'écart qu'il faut, il ne dépend pas de l'endroit où on se trouve. D'accord? Donc cette condition-là, qui dit, voilà, pour tout x, x0 et s'ils sont assez proches, f de x et f de x0 sont assez proches. Ok, c'est ça la définition. Et donc, on en a déjà parlé dans les diapos précédentes, bien sûr. Hein. Donc si x7 est une suite de Cauchy d'éléments de D, bah, ça veut dire que pour p et q assez grands, d de xp à xq sera plus petit qu'alpha. Hein, quel que soit le alpha, si p et q sont assez grands, ce sera plus petit qu'alpha. Et du coup, à ce moment-là, automatiquement, dès que p et q seront assez grands, la distance entre f de xp et f de xq est plus petit qu'epsilon. C'est automatique, oui. Donc si je prends une suite de Cauchy, au départ, bah, son image, c'est une suite de Cauchy. Et ça ne marche pas pour juste les applications continues. Hein, l'image d'une suite de Cauchy par une application continue, pas forcément une suite de Cauchy. Mais par contre, par une application uniforme en continu, si. Juste automatique. Parce que voilà, c'est par définition, hein, d'accord? Donc j'en écris pas plus que ça, parce que les vidéos sont déjà longues, mais... Ok. Donc maintenant, supposons que D est une partie dense, et que F est complet. Allez, je rajoute des hypothèses. Donc je suppose qu'au début, D c'est dense, donc c'est-à-dire que tout élément de E est suite d'éléments, est limite d'une suite d'éléments de D, et que F est un ensemble complet. Ok, toute suite de Cauchy de F converge. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, donc je prends un x dans E n'importe où. A priori, la fonction F n'est pas définie sur x. Hein. S'il est sur D, elle est définie, mais sinon elle n'est pas définie. Mais il y a une suite d'éléments de D qui convergent vers x. Ok? Et donc, ma suite xn qui converge vers x dans E, c'est une suite de Cauchy, puisque c'est une suite convergente. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, on l'a dit ça. Ok? Mais du coup, f de xn, c'est une suite de Cauchy, puisque c'est une fonction uniformément continue. L'image d'une suite de Cauchy, c'est une suite de Cauchy. Donc f de xn, c'est une suite de Cauchy de f, mais là, j'ai supposé que f était complet, donc elle converge. Ma suite f de xn, pour n'importe quelle suite xn qui converge vers un élément x de E, la suite f de xn converge à quelque chose que je vais appeler L de x, comme limite pour x. Ça dépend du x vers lequel convergeait au début xn, bien évidemment. Hein. D'accord? Très bien. Et bien du coup, je peux définir une application L comme ça, qui est définie partout sur E. Pour n'importe quel x de E, il existe une suite. D'accord? Si x est dans D, je peux prendre la suite constante égale à lui, par exemple. Hein, ou une autre. Mais de toute façon, il existe des suites d'éléments de D qui convergent vers lui. Ok? Et du coup, f de xn converge vers L. D'accord? Et je peux définir comme ça une application, donc, L de E dans F,
qui est continue, qui prolonge f. Alors qu'elle est continue, bah, c'est facile parce que si on prend n'importe quelle suite d'éléments de E qui convergent, et bah, du coup ça converge aussi vers ça. Et alors pourquoi elle prolonge f? Parce que si x est dans D, d'accord, si je prends une suite d'éléments de D qui convergent vers lui dans D, bah, comme f est continue sur D, f de xn converge vers f de x. Hein. Donc f de x est bien égal à L de x hein, si jamais x est dans D. Hein. Ok? La limite de f de xn, c'est f de x. Hein. Si xn converge vers x dans D, f est continue, xn tend vers f de xn tend vers f de x. D'accord? Donc la définition de L de x pour D, c'est pareil que f de x. Donc j'ai bien une fonction L qui est égale à f sur D, qui est continue partout, d'accord? Et qui est définie sur tout E. Donc c'est un prolongement de f à tout E. Hein? Autrement dit, c'est une application uniformément continue sur une partie dense, alors je peux la prolonger de façon continue sur tout l'espace. Ok? En plus, c'est facile de voir que L de x il est unique. Pourquoi? Bah, c'est toujours pareil, parce que c'est une suite qui converge. Bah, du coup, la limite, il n'y a pas le choix. Quoi. Quel que soit xn vers x, f de xn tend vers... Bref, vers L de x, si elle est continue, elle est unique. Hein. Donc voilà, donc, je vous laisse écrire tous les détails, parce que la vidéo va être déjà assez longue, mais je vous promets que le théorème est vrai. Donc si on prend une partie dense de E, et si on prend f qui est complet, alors toute application uniformément continue de D dans f se prolonge de façon continue dans une application de E dans f. Ok? Et on peut même faire un peu plus fort, si on prend les applications linéaires, le prolongement il va rester linéaire par continuité de la somme et du produit par un produit scalaire, dont on a déjà parlé dans la continuité. Hein. Donc en plus, le prolongement va rester linéaire. Donc si on prend une partie dense d'un espace vectoriel, donc si je veux que ce soit stable par linéarité, je prends évidemment un sous-espace vectoriel dense, parce que sinon je n'ai pas d'application linéaire si je ne suis pas sur un sous-espace vectoriel. Hein. Donc, et je prends une application linéaire continue de D dans f. Alors juste j'applique continue. Tiens, c'est marrant, il fallait uniformément continue. Alors je prends une application linéaire continue de D dans f, alors elle se prolonge en une application linéaire continue sur E. Évidemment, si je prends des espaces vectoriels de dimension quelconque. Hein. Par contre, f, un espace de Banach, un espace complet. Okay, donc la preuve est exactement la même. La seule subtilité, c'est pourquoi on a pris continu et pas uniformément continu, parce qu'en fait, si vous avez vu, rappelez-vous la continuité des applications linéaires. Une application linéaire, elle est continue, si et seulement si elle est lipschitzienne, donc automatiquement uniformément continue. D'accord? Toute application lipschitzienne, ça veut dire qu'il y a un rapport, hein, que la norme de f de x moins f de y est plus petit que k fois norme de x moins y, donc elle est automatiquement uniformément continue. On a même le rapport entre la distance de xy et la distance de f de x à f de y. Hein. Ok? Donc voilà, donc en fait une application linéaire continue, elle est automatiquement uniformément continue, même en dimension infinie, tout ça. Donc du coup on n'a pas besoin de supposer ça, et donc on prend le même théorème, et il faut voir que le prolongement est aussi linéaire, mais c'est tout con. Donc voilà, ok, donc c'est pas mal. Hein, si on a une application qui marche sur les sous-espaces vectoriels denses, alors du coup elle marche sur tous les trucs. C'est comme ça par exemple qu'on définissait l'intégrale sur les fonctions en escalier, pour Riemann. Et puis on montrait que toute fonction continue par morceau était limite de fonction en escalier, et du coup l'application linéaire d'intégration, on pouvait la prolonger, etc. D'accord? On le faisait sans le dire en fait, hein, quand on faisait l'intégrale de Riemann. Ok. Ah, un point que tout le monde sait, mais que tout le monde ne sait pas forcément pourquoi. Donc, la convergence absolue des séries. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'une série converge absolument? Bon, quand on était dans R, ça voulait dire que somme des valeurs absolues de UN convergeait. Hein. Mais si on est une série dans un espace vectoriel normé E, à valeur dans E, on dit que la somme des UN est absolument convergente lorsque la série somme des normes de UN, donc la série réelle, même réelle positive, somme des normes de UN converge. Okay, donc là, une définition, on prend des termes dans un espace vectoriel, des matrices, des machins, on dit que la série converge, enfin, est absolument convergente, c'est la série des normes de ça, qu'une série réelle plus facile converge. Ok? Ah, alors, je comprends, il y a une petite confusion. Effectivement, attention, avec les séries de fonctions, il y a une petite subtilité. Alors, je vous explique. Effectivement, pour les séries de fonctions, on a déjà vu, il y a déjà des vidéos sur le sujet, donc, si Fn est une suite d'applications d'un intervalle réel i dans K, qui est R ou C, on disait que somme des Fn convergeait absolument, c'est pour tout x, somme des Fn de x convergeait absolument, ça veut dire que somme des valeurs absolues des Fn de x convergeait. Pour les séries réelles, hein, c'est somme des valeurs absolues convergeait absolument. Okay, et on disait que si la norme infinie, la somme des normes infinies de Fn convergeait, alors ça convergeait normalement, c'est-à-dire si le sub des valeurs absolues de Fn de x, on faisait la somme des subs des valeurs absolues de Fn de x, et que ça convergeait, la somme des normes infinies de Fn convergeait, alors ça convergeait normalement. Okay, c'était pour faire une différence, parce qu'on avait déjà une notion de convergence absolue. Donc il fallait trouver un autre mot.
Mais pourtant, c'est la convergence absolue au sens de cette définition-là, hein, avec la norme infinie. Vous voyez, si les applications sont bornées, d'accord, donc on l'a vu tout à l'heure, on peut définir la norme infinie pour les applications bornées. Et bien, quand on disait que somme des Fn converge normalement, ben, ça voulait dire que somme des Fn converge absolument pour la norme infinie, en fait, hein, avec cette définition-là. La convergence normale, en fait, c'était une convergence absolue avec cette définition-là pour la norme infinie. Ok, mais comme il y avait deux termes convergence absolue, du coup, on est embêtant. C'est embêté, vous voyez, parce qu'en gros, il y a la convergence absolue ponctuelle en x. Voilà, pour chaque x, ça converge absolument, ça veut dire ça. Et on disait que la série des fonctions convergeait absolument quand ça le faisait pour chaque x. Et il y a la convergence absolue de la somme de fonctions globalement, là, pour la norme infinie. Et ça, on appelait ça la convergence normale pour distinguer les deux. Mais en fait, c'est cette définition-là, d'accord? Donc, il n'y a pas de confusion, hein, voilà. On définit bien qu'une série, on dit qu'une somme est absolument convergente lorsque la série de normes converge. Ok, et donc le super théorème, c'est que si on prend un espace de Banach au début, un espace complet, et ben alors si la série des UN est absolument convergente, alors elle est convergente. Ok, théorème que normalement tout le monde connaît sur R, hein, tout le monde sait que c'est une série, somme des valeurs absolues des UN converge, alors UN converge. On ne sait pas forcément que ça vient du fait que R est complet. Et alors, on va voir tout de suite que ça sert dans la preuve, hein. Donc, notons comme d'habitude la somme partielle des UK. Et d'ailleurs, essayez de le faire, tiens. Ça peut être pas mal, essayez de le faire pour voir. Ça, je pense que c'est assez formateur de la chercher un peu, cette preuve avant. Bon, bref, donc j'appelle Sn la somme partielle des UK et Tn la somme partielle des normes de UK. Ok, et donc mon hypothèse, c'est que celle-là, cette suite-là tend vers une limite. Hein. Ok, Tn tend vers une limite quand n tend vers l'infini. Donc, elle converge, donc elle est de Cauchy. Ok, et donc, ça veut dire que quand P et Q sont assez grands, valeur absolue de Tp moins Tq, ça tend vers 0. C'est plus petit qu'epsilon, pour tout epsilon assez grand, donc ce que j'ai déjà noté comme ça, je vous rappelle la limite quand P tend plus l'infini et Q tend plus l'infini de Tp moins Tq, c'est 0. Ok, mais alors maintenant, si je prends P plus grand que Q dans N, norme de SP moins SQ, bah, du coup SP moins SQ, c'est facile, hein, c'est la somme de Q plus 1 à P des UK. Ouais, c'est la somme partielle entre Q plus 1 et P. La somme jusqu'à P moins la somme jusqu'à Q, bah, ça fait la somme de Q plus 1 à P. Ok, et bien somme, la norme de ça par inégalité triangulaire, c'est plus petit que la somme des normes de ça. Ok, et ça, bah, justement, ça c'est valeur absolue de Tp moins Tq. Hein, c'est exactement le critère de Cauchy pour cette suite-là. Du coup, ça tend vers 0 quand P et Q tend à plus l'infini, donc ça tend vers 0 quand P et Q tend à plus l'infini. Donc ça veut dire que la suite Sn, c'est une suite de Cauchy. Dans E, hein, la limite quand P et Q tend à plus l'infini de norme de SP moins SQ, c'est 0. C'est exactement dire que pour cette norme-là, dans mon espace E, bah, la suite Sn, elle est de Cauchy. Mais E est un espace complet, donc la suite, elle converge. Voilà, donc la suite Sn converge. Ok? Donc voilà, hein, la raison pour laquelle, tiens, si on pose la question un jour, pourquoi une série absolument convergente est convergente, bah parce que l'espace est complet. Dans un espace complet, c'est l'hypothèse. Hein. Ok, très bien. Et alors pourquoi c'est vraiment important, et on l'a déjà utilisé en fait, de savoir ça, enfin, c'est qu'en fait on a la réciproque. Et ça c'est très très surprenant, parce que d'habitude, oui, les espaces compacts ont des propriétés, l'espace complet a des propriétés, mais que la propriété soit caractéristique de l'espace, ça c'est rare. Ok, et donc si on prend un espace vectoriel normé dans lequel toute série absolument convergente est convergente, alors l'espace est complet. Ok, et on l'a déjà utilisé en fait dans la vidéo sur les espaces LP, c'est comme ça qu'on démontre que les espaces LP sont complets, c'est en utilisant ce théorème-là. Bon, on y reviendra. Ok, alors on va démontrer ça. Allons-y. Donc prenons une suite de Cauchy de E. Ah, je vais montrer que E est complet. Je prends une suite de Cauchy, je vais montrer qu'elle converge. Ok. Là, je ne vous dis pas de chercher avant la démonstration parce qu'elle est chafouine. C'est dur à deviner quand même. Alors donc, on a le critère, hein, quel que soit epsilon, il existe un grand N tel que si P et Q sont tous les deux plus grands que grand N, alors norme de UP moins EQ est plus petit que epsilon. Ok. J'ai mis un petit infini, je ne sais pas pourquoi il traîne, il n'y a pas de infini, c'est la norme qui est là. Hein, donc, norme de UP moins EQ est plus petit que epsilon. Voilà. Ok. Donc poso epsilon égale 1 sur 2 puissance R. Pourquoi pas? Vous allez voir pourquoi après, c'est utile. Du coup, comme c'est vrai que pour tout epsilon, pour 1 sur 2 puissance R, c'est vrai aussi. Donc il existe un cran, d'accord, que je vais appeler phi de R, tel que à partir de ce cran-là, la norme de UP moins EQ est plus petit que 1 sur 2 puissance R. Ok. Et je prends le plus petit cran par lequel ça arrive. Ok. Et donc ainsi de suite, je construirai une suite phi de R. Alors vous allez me dire au début, ouais, si tous les termes sont plus petits que 1, phi de 0 c'est 1, phi de 1 c'est 1, phi de 2 c'est 1, c'est plus petit, si tout le monde est plus petit qu'un demi, un tiers, ok. Bon au début peut-être ça stationne, mais enfin après je vais obtenir au bout d'un moment une suite strictement croissante. Ok. Donc voilà, si c'est le même cran j'enlève, hein, voilà. C'est pas dur de faire des phi de R strictement croissants, où j'augmente de 1 à chaque fois. Hein.
tel que l'écart, en fait, à chaque fois, dès que je dépasse phi de r, bah, l'écart entre UP et UQ est plus petit que 1 sur 2 puissance r. Ok? Bon, très bien. Et alors? Bah, du coup, si je fais la somme donc, des juste U puissance phi de r plus 1 moins U phi de r, bah, du coup, c'est plus petit que 1 sur 2 puissance r, à chaque fois. Donc cette somme-là converge, puisque c'est une somme de séries à terme positif plus petit qu'une série à terme positif convergente. Hein, parce que la somme des 1 sur 2 puissance r, vous le savez, ça converge. Hein. D'accord? Donc c'est bien connu. 1 plus 1 demi plus 1 quart plus 1 suite, ça converge vers 2, hein, vous le savez. Bref. Et donc, ça, c'est plus petit que cette série à terme positif est plus petit que cette série à terme positif qui converge. Donc, celle-là, cette série-là, converge. Mort, c'est une série donc absolument convergente, puisque c'est la somme des normes de ça converge. Donc, la somme de ça converge. Ok? Et la somme de ça, bah, vous savez, c'est une somme télescopique, ça se converge. Donc, la somme partielle de ça, ça fait la suite U phi de R. Et dire que cette série converge, c'est-à-dire que la limite des sommes partielles existe, et donc la limite des U phi de R existe. Donc, la suite U phi de R est converge. Donc, U, elle admet une sous-suite convergente, donc une valeur d'adhérence. D'accord? Et une suite de Cauchy qui admet une valeur d'adhérence, on l'a vu dans la première vidéo, ça converge. Et donc, ma suite UN converge, et donc E est bien l'espace complet. Bon, je vous l'ai fait un petit peu en ratatiné, mais tout y est. Ok. Donc voilà, ça c'est super important, hein, d'accord? Enfin, super important, c'est vraiment bien de le savoir, quoi. C'est vraiment une caractérisation de l'espace complet, quoi. D'accord? Donc, alors, prenons quelques applications. Si je prends donc E, l'ensemble des matrices, une norme quelconque sur les matrices, de toute façon elles sont toutes équivalentes, mais donc c'est complet pour n'importe quelle norme, hein, on l'a déjà vu. Ok, eh bien, je sais que quelle que soit la norme que je prends, somme des normes de A puissance n sur n factoriel, bah, du coup ça fait norme de A c'est un réel, et somme des x puissance n sur n factoriel, pour tout x réel, ça converge. Donc cette somme-là, elle converge. Pour n'importe quelle matrice, cette série-là converge. Et du coup, bah, cette série-là est absolument convergente, et bah, du coup elle est convergente. Et donc, pour n'importe quelle matrice A, on peut définir somme pour n en 0 plus l'infini de A puissance n sur n factoriel, qu'on appelle exponentielle A. Pas de problème, c'est défini partout. Alors, on utilise souvent l'exponentielle de matrice, vous savez, hein, pour les systèmes différentiels, etc. etc. Ben voilà, pourquoi c'est défini? Juste pour ça. Parce que c'est complet, hein, l'espace des matrices. Hein. OK? Et donc, autre application, dont j'en ai déjà parlé un petit mot, si on prend un espace mesuré, je ne vais pas rappeler ce que c'est maintenant, et l'ensemble des classes d'applications mesurables pour la relation d'égalité presque partout, eh ben, on munit de la norme, cette norme-là, eh ben, c'est complet. L'ensemble des fonctions dont la norme P est plus petite que plus l'infini, l'intégrale, enfin, ça c'est la norme P, c'est la racine PIM de ça. Hein. Mais les fonctions telles que l'intégrale de module de f puissance P est strictement plus petit que plus l'infini, ben, ça s'appelle les fonctions de LP. Et ben, les fonctions LP est un espace complet. Okay, il y a une vidéo sur les espaces LP où j'utilise cette méthode hein, pour démontrer que c'est complet. Okay, donc voilà, je montre que les séries absolument convergentes convergent. Hein. Donc c'est utile de le savoir ça. Ok, très bien. Alors maintenant, le critère de Cauchy pour les fonctions, pour les limites. Donc si je prends deux espaces métriques avec f complet, je prends une partie a dans E et petit a qui est dans l'adhérence de a, et je prends une fonction qui est définie sur a, peut-être ailleurs, mais en tout cas sur a, hein, c'est toujours pareil, le même critère que pour définir les limites d'une fonction en petit a. Et bien si f admet une limite en petit a, en restant dans grand A, donc il existe un petit l tel que limite de f de x égale l, c'est équivalent à dire que, quel que soit epsilon, il existe un alpha tel que pour tout x, y dans A, si la distance de xa est plus petite qu'alpha et la distance de ya est plus petite qu'alpha, les deux sont proches de A, alors la distance de f de x à f de y est plus petite qu'epsilon. Vous voyez, d'habitude c'était la distance de f de x à l est plus petite qu'epsilon quand x est proche de A. Mais là, je peux utiliser ça quand je ne connais pas L. Hein. Toujours la même astuce, vous savez, les critères de Cauchy pour les suites, c'est de définir les suites qui convergent, ou moralement qui convergent vers quelque chose, sans avoir ce quelque chose. Et bien là, on peut avoir un critère pour dire qu'une fonction tend vers une limite sans connaître cette limite. Vous voyez, c'est le critère des Cauchy pour les fonctions, c'est voilà. Si x et y sont tous les deux assez proches de A, alors f de x et f de y sont aussi proches que je veux. Hein, pour tout epsilon, pour tous les x et y assez proches de A, ça se ratatine les uns sur les autres, alors f admet une limite. Vous voyez. Et c'est une équivalence, hein, on a les deux. Quoi. Okay, alors attention, dans f complet, bien évidemment, hein, parce que voilà, sinon c'est pas les suites de Cauchy qui convergent, ça ne marche pas. Hein. Ok. Alors, je vous fais une petite idée de prof, c'est pareil, je n'ai pas fait écrire tous les détails parce que la vidéo est longue, mais quand même, je veux que vous ayez tous les éléments hein, pour pouvoir le faire. Donc, l'astuce, c'est de dire, bah voilà, si je sais que ça c'est petit, enfin, je sais que la distance de f de x à f de y, c'est plus petit que la distance de f de x à l plus la distance de f de y à l. Donc, si je suppose qu'il y a une limite comme ça, hein, c'est pour faire le sens de là à là. Si f admet une limite, bah alors, ça c'est tout petit quand x est proche de A, ça c'est tout petit quand y est proche de A, donc quand x et y sont tous les deux proches de A, ça c'est petit. Okay, donc c'est comme ça qu'on démontre que ce sens-là implique ce sens-là.
pas très dur. Ok, ça c'est comme on dit mettre une suite convergente, alors elle est de Cauchy, c'est la même preuve. Et ensuite, dans l'autre sens, si on a ce critère-là, alors on a ça, on va utiliser le critère séquentiel, c'est-à-dire que dire que limite de f de x c'est L, ça veut dire que pour toute suite qui tend vers petit a en restant dans grand A, la limite de f de xn c'est L. D'accord, on peut le faire avec toutes les suites convergent, hein, d'accord. Et donc, on est ce critère-là, on prend une suite xn d'éléments de grand A qui convergent vers petit a. La suite f de xn, elle est de Cauchy. D'accord, donc, du coup, ça vient du fait qu'on suppose que f vérifie ce critère-là. Hein, d'accord, donc si x et y sont assez proches de a, f de x, f de y est plus petit qu'epsilon. Donc, comme la suite xn tend vers a, pour p et q assez proches, du coup, xn et xp et xq sont tous les deux proches de a. Du coup, la distance de ça est plus petite qu'epsilon. Donc, la suite de xn est de Cauchy dans f. Donc, elle converge vers quelque chose. Et donc ça marche, on utilise le critère séquentiel et ça prouve bien que f de x tend vers une limite. Ok? Bon, je vous laisse écrire les détails, mais il n'y a pas d'arnaque. C'est le critère de Cauchy pour les limites de fonction. Ok, on peut l'appliquer aux intégrales, c'est ça qui est chouette aussi. Parce que du coup, si je prends vous voyez, ma fonction intégrale de k plus l'infini, ou ça peut être de 0 à plus l'infini, je ne sais pas sur quoi c'est défini, hein. Et bien, dire qu'une intégrale converge à l'infini, il suffit de vérifier que pour tout xy assez grand, intégrale de x à y de f de t dt est plus petit qu'epsilon, alors en valeur absolue, hein, sinon j'aurais pu compris entre moins epsilon et plus epsilon, mais enfin bref. Ça c'est le critère de Cauchy pour les intégrales, vous voyez. Si je veux une façon un peu bizarre, mais c'est plus théorique qu'autre chose, mais de montrer qu'une intégrale converge, c'est de montrer qu'elle vérifie le critère de Cauchy pour les intégrales. Ok. Et la preuve, c'est simplement de prendre l'application qui est l'intégrale de f de x égale l'intégrale entre k et x de f de t dt. Et du coup, ça c'est valeur absolue de f de x grec moins f de x, et on utilise le critère de Cauchy avec a égale plus l'infini dans R bar. Vous savez, le R bar dont j'ai parlé le coup d'avant, l'espace métrique qui était complet. Hein, quand on rajoutait plus l'infini, moins l'infini qu'on fermait, donc on pouvait utiliser ça, et voilà. Et donc, bon, ok, je ne vous ai pas écrit pas tous les détails, mais on utilise exactement le critère de Cauchy, cette fonction-là, dans l'espace R bar. Bon, je vais faire en plus l'infini parce que c'est souvent en plus l'infini. Hein. Si c'était la convergence en 0, il n'y aurait pas besoin. Ok, ce serait le truc classique. Mais voilà, là, si je veux faire la convergence en plus l'infini, il faut du coup toujours cette astuce de passer par R bar pour faire comme si plus l'infini c'était un nombre pour utiliser les théorèmes d'avant. Hein. Ok, mais en tout cas, voilà, ce critère de Cauchy pour les intégrales, ça peut être pratique. Ok. Et donc, une autre conséquence de ce qu'on a dit avant, du critère de Cauchy, et tout le monde sait, mais faut savoir, personne ne s'est démontré, c'est une question d'oral ultra classique. Hein. Oui, je sais que si l'intégrale de la valeur absolue de f converge en plus l'infini, alors l'intégrale de f converge en plus l'infini. Mais comment ça se démontre? Là, le mieux, c'est simplement avec le critère de Cauchy. Vous voyez, parce que du coup, valeur absolue de intégrale entre x, y de f de t dt, c'est plus petit que l'intégrale entre x, y de valeur absolue de f de t dt. Et donc, si celle-là converge, alors le critère de Cauchy, on dit que ça tend vers 0, ça c'est relativement évident, hein, c'est le sens simple. Et du coup, ça tend aussi vers 0 quand x et y sont tous les deux proches de l'infini, ce truc-là tend vers 0, donc à vérifier le critère de Cauchy. Je suis dans R, qui est un espace complet, donc ça converge. Et donc, par exemple, c'est comme ça qu'on peut démontrer que cette intégrale-là converge pour alpha plus grand que 1. Pourquoi? Parce que la valeur absolue, du coup, de valeur absolue de sinus t, je majore par 1, c'est plus vite que l'intégrale de 1 sur t puissance alpha. Et donc, celle-là est absolument convergente pour alpha strictement plus grand que 1. Donc, elle converge. Bon, en l'occurrence, elle va converger aussi peut-être pour alpha entre 0 et 1. Mais, donc là, elle n'est plus absolument convergente. Donc, il faut un peu plus lutter. Mais en tout cas, là, pour alpha plus grand que 1, c'est juste, hop, absolument convergente. OK? Très bien. Allez, maintenant, le théorème du point fixe, hein, un bon développement de Lagrange, un grand classique. Hein. Donc, si on prend deux espaces métriques, une application f de E dans f, contractante. Alors, qu'est-ce que ça veut dire contractante? Ça veut dire qu'elle est k-lipschitzienne où k est un nombre entre 0 et 1. Voilà, c'est strictement plus petit que 1, d'accord? Ça ne peut pas être égal à 1. Donc, c'est ça la définition d'une fonction lipschitzienne. Hein, la distance entre f de x et f de y est plus petite qu'une constante k fois la distance de x à y. Donc, elle est automatiquement uniformément continue, par exemple. Hein. Et avec, en plus, contractante, c'est-à-dire ça resserre. La distance là, elle est vraiment plus petite que la distance là, parce que k est strictement plus petit que 1. Donc, c'est pas plus petit ou égal, c'est strictement plus petit. Hein. Et même avec un multiplicateur, c'est même pas... Parce que strictement plus petit, ça existe aussi, ça suffit pas comme hypothèse. Hein. Il faut vraiment plus petit qu'un nombre entre 0 et 1 fois celle-là. Ok, c'est important. Très bien, alors voilà le théorème. Donc si on prend un espace métrique complet, oui, c'est le chapitre en même temps, et une application contractante, alors f possède un unique point fixe A dans E. Alors un point fixe, si jamais vous vous demandez ce que c'est un point qui n'est pas changé par f, hein, c'est-à-dire l'image de A, c'est A. Hein.
D'accord? Donc pour ça, je prends bien une application de E dans E, sinon ça ne fait pas de sens. Hein. Une application de R dans R ou de I dans R, mais dont l'image est inclue dans I, enfin bref. Ok, donc une application contractante, elle possède un unique point fixe, f de a égale a, et en plus, si je prends U0 égale n'importe quoi dans E et UN plus 1 égale f de UN, et bien cette suite-là converge vers ce point fixe petit a. Ok? Donc pour étudier des suites définies comme ça, hein, des suites définies par récurrence avec une fonction comme ça, eh ben, on utilise très souvent ce théorème, hein, d'accord? Ah, est-ce que f est contractante? Bim, ah oui, bah du coup on résout f de x égale x, bim, ça converge vers ça, etc. etc. Vous voyez? Donc c'est très utile ce théorème-là. Hein. Ok, alors comment il se démontre? Alors petite remarque, si on prend que E est compact, alors on peut supposer juste cette fois que f de xy, la distance de f de x à f de y est strictement plus petite que la distance à x à y, voir exercice 14.7. Ok? Donc là c'est le même d, hein, parce que f de x de y c'est plus delta, c'est le même d, puisque c'est dans E, hein, tous les deux. Ok? Donc voilà. Donc ça, on l'a fait. Okay, regardez dans la compacité, on peut supposer strictement plus petit si on est sur un compact. Si on est sur un complet, il faut vraiment le cas. Quoi. Ok, allons-y pour la preuve. Allez, bon déjà l'unicité, s'il y avait deux points fixes, si f de a égale a et f de b égale b, alors la distance de f de a à f de b, bah du coup f de a c'est a et f de b c'est b, c'est la distance de a à b, mais par définition, la distance de f de a à f de b c'est plus petit que k distance de ab. Et donc si je passe tout du même côté, j'obtiens 1 moins k distance de ab est plus petit que 0. 1 moins k est un nombre positif, puisque k est strictement plus petit que 1. Bah, du coup, ça veut dire DAB est un nombre inférieur ou égal à 0, donc c'est 0. Et donc k égale b. Ok, donc ça c'est l'unicité. Il n'y a pas le choix. C'est pas possible un non strictement positif qui est plus petit que k fois lui-même. Bah non, pas possible. Ok, très bien. Alors l'existence maintenant. Donc je prends une suite, UN, qui vérifie UN plus 1 égale f de UN. Je vais faire les deux d'un coup. J'ai montré qu'elle converge vers A, j'ai montré que la limite c'est un point fixe. Et comme ça, j'aurais réussi j'aurais fait les deux d'un coup, quoi. Ok. Bon, très bien. Alors, on va montrer qu'UN est une suite de Cauchy, comme ça, comme on est dans un espace complet, bah, du coup, ça convergera avec quelque chose. Et si on appelle A la limite de UN, bah, après, quand je passerai à la limite de l'égalité UN plus 1 égale f de UN, la suite UN plus 1 converge vers A. Si UN tend vers A, UN plus 1 tend vers A. Et si UN tend vers A, f de UN, comme f est continue, f de UN tend vers f de A. Hein, si elle est contractante, elle est ellipsipsienne, donc elle est continue, elle est même uniformément continue, la fonction f. Hein, donc il n'y a pas de problème, donc f de UN tendra vers f de A. Et donc j'obtiens bien A égale f de A, ce sera automatique par continuité de f. D'accord? Donc, il y a juste à montrer que c'est une suite de Cauchy. Du coup, après, ouais, automatiquement, elle converge vers A et du coup, paf, j'obtiens A égale f de A, donc point fixe et qui est unique et tout ça. Donc, juste montrer que la suite UN est de Cauchy. Ok? Alors, première remarque, bah déjà, quel que soit M et N dans n étoile, UM plus N, comment je passe de UM à UM plus N? En faisant F n fois. D'accord? Si je fais une fois, bah, c'est UM plus 1, deux fois UM plus 2 et N fois F, j'obtiens UM plus N. Là, on va me dire, bon d'accord, ok. Donc, si je fais ça, la distance entre UN plus 1 et UN, bah, c'est plus petit que K fois la distance entre UN et UN moins 1, et puis c'est plus petit que la distance UN moins 1 est plus petit que K fois la distance entre UN moins 2 et UN moins 1 et UN moins 2, et ainsi de suite, d'accord? À chaque fois, hein, quand je passe de U3, U4 à U4, U5, je fais F de chaque côté, et donc la distance entre UN plus 1 et UN, c'est plus petit que K puissance N fois la distance entre U1 et U0. Okay, c'est juste parce que j'ai appliqué N fois F à chaque, ici, donc je multiplie par K N fois. Ok, ça va jusque-là? Très bien. Alors maintenant, si je prends donc deux nombres, UN plus M et UN, eh bien, je veux dire que la distance entre les deux, par inégalité triangulaire assez violente, hein, je prends tous les états intermédiaires, ça c'est plus petit que la distance de UN à UN plus 1, plus la distance de UN plus 1 à UN plus 2, plus la distance de UN plus 2 à UN plus 3, et ainsi de suite, jusqu'à la distance de UN plus N moins 1 à UN plus M. Donc c'est plus petit que la somme pour I allant de 1 à M de la distance de UN plus I à UN plus I moins 1. D'accord? Ça commence bien quand I égale 1 à la distance de UN plus 1 à UN, et puis ainsi de suite, et se termine bien pour UN plus M à UN plus M moins 1. Ok? Donc voilà, une égalité triangulaire assez violente, je prends tous les termes intermédiaires, cette somme-là est plus petite que celle-là. Et là maintenant j'utilise la formule que j'ai là, ça c'est plus petit que K puissance, donc N plus I, moins 1, hein, l'indice qui était là, N plus I moins 1, distance de U1, U0. Ok? Donc voilà, et du coup ça c'est même plus petit que la somme jusqu'à plus l'infini de tout ça, puisque tous ces termes-là, K sont entre 0 et 1 sont positifs, ça c'est positif. Donc ça c'est plus petit que la somme pour I allant de 1 à plus l'infini de toute cette somme-là. Et ça c'est une somme géométrique.
La somme jusqu'à plus l'infini de ça, ça fait k puissance n sur 1 moins k. Comment je le vois? En fait, k puissance n, on peut le mettre en facteur et ça fait la somme des k puissance... pour i égale 1, ça fait k puissance 0, ça fait 1. Donc ça fait la somme des k puissance k jusqu'à l'infini, ça fait 1 sur 1 moins k. Normalement, vous savez ça. Comme k est strictement plus petit que 1, somme des k puissance n, ça fait 1 sur 1 moins k. On a vu ça dans les séries entières, etc. Bon, sinon, écrivez-le en détail, vous allez voir qu'il n'y a pas de problème. Hein. Quand on fait tendre m vers plus l'infini, on trouve bien ce truc-là. Donc ça, c'est plus petit que ça. OK? Eh bien, alors maintenant, ah oui, pourquoi cette Cauchy du coup? Parce que si je prends n assez grand, vu que k est compris entre 0 et 1, ça en bas c'est une constante, ça c'est une constante, ça tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc pour n assez grand, quel que soit m, pour n assez grand, ça c'est aussi petit que je veux, plus petit qu'epsilon. Donc quel que soit epsilon, si n est assez grand, la distance de ça à ça est plus petit qu'epsilon, donc la suite du n est bien de Cauchy, donc elle converge dans f, donc etc. On fait la suite du raisonnement et on a fini. Ouh! Allez, un petit exercice que j'ai trouvé sur BIMMath et que je trouve rigolo, mais donc c'est une application de ce que je viens de voir, même si ça ne se voit pas forcément tout de suite. Montrer que le système suivant, il admet une unique solution sur R2, 1/5 de 2 sinus x plus cos y égale x et 1/5 de cos x plus 3 sinus y égale y. Voilà, voilà. Allez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On a vu un petit peu des petites applications, et donc dans la prochaine, on va voir des petits compléments, des petits trucs de dingue, le théorème de Baire et tout ça. Enfin, on va décoller un petit peu à 15 000, mais ça va être trop bien. Enfin bref, allez, à ciao et à bientôt pour la suite. Voilà, un petit merci encore une fois à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. Voilà, merci infiniment. Hein. Donc ça fait toujours plaisir de voir le plus nombreux. Pour ceux qui découvrent le système, là c'est classé par ordre. Donc là c'est ceux qui ont donné le plus de sous. Voilà, le tout premier, quand même un petit mot pour lui parce qu'il a dépassé ce mois-ci les 2000 € de dons. Donc 1, 2, 3 imprime. Fou furieux. Voilà, il y en a d'autres qui ont dépassé 1000, hein, pas beaucoup. Mais, bref, et ça va être les deux suivants, je pense. Et voilà, puis ensuite ça descend. Donc voilà, et les derniers ont donné 10 € ou 15 €. Enfin voilà, d'accord, parce que pour apparaître dans ce classement, il faut donner un type récurrent de 5 €, au moins 2 mois. Ok. Donc voilà, parce que ceux qui ont donné une fois 50, ils y sont pas, hein, d'accord, parce qu'il y en a beaucoup trop, hein, il y a 300 et quelques. Donc non, le critère, c'est de donner des types réguliers d'au moins 5 € pour apparaître dans le classement. Donc ça peut sembler injuste, mais c'est comme ça. Et puis les couleurs, ça correspond à la durée. Donc ceux qui sont rouges, c'est que ça fait plus de 3 ans qu'ils me soutiennent. Ceux qui sont bleus, ça fait plus de 2 ans. Ceux qui sont verts, ça fait plus d'1 an. Et voilà. Et donc voilà. Et ceux qui sont là, ben, c'est pas encore 1 an, mais ça viendra peut-être. Enfin, j'espère en tout cas. En tout cas, bref, allez, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo va être top. Enfin, ça va décoller un petit peu à 15 000, mais on va bien se marrer. Donc voilà. Ciao, ciao et à bientôt.